ne peux pas, je ne pourrais pas. Je préfère payer. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, t'es là. Antoine Brisbard est un homme comblé. Il est dramaturge à succès, vit dans une belle maison et a une femme adorable. Seul Hic, un maître chanteur du nom de Joe, lui extorque de l'argent en le menaçant de révéler un secret de famille. Plutôt que de sortir son chéquier, notre cher Antoine décide d'opter pour une solution plus radicale, liquider Joe. Après tout, c'est une méthode éprouvée dans ses pièces de théâtre, alors pourquoi pas dans la vraie vie. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. Le fameux Joe finit bien par mourir, et c'est là que les ennuis commencent. Antoine a de plus en plus de mal à planquer son macabé. À chaque fois qu'il pense s'être débarrassé du corps, il réapparaît comme un boomerang maléfique, lui collant au basque et menaçant de transformer sa vie en cauchemar. Entre crise de panique, explications tirées par les cheveux et tentatives désespérées pour ne pas éveiller les soupçons, Antoine Brisbard réalise vite que le crime parfait, ce n'est pas aussi simple que dans ses pièces. Il va devoir improviser et surtout espérer que personne ne fouille trop dans son jardin. Jean Giraud est né le 9 mai 1924 dans l'Aube. Il débute sa carrière artistique dans les années 50 comme auteur de théâtre et scénariste. Son sens du gag, du rythme et sa connaissance des mécaniques du vaudeville lui ouvrent rapidement les portes de la comédie cinématographique. La carrière de Jean Giraud prend un tournant décisif lorsqu'il croise la route de Louis de Funès, qu'il dirige pour la première fois en 63 dans Pouic Pouic et Faites sauter la banque, puis l'année suivante dans Le Gendarme de Saint-Tropez, un succès colossal qui donnera naissance à 5 suites jusqu'en 82. Giraud dirigera en tout 12 films avec De Funès, devenant ainsi son metteur en scène attitré dans la seconde partie de sa carrière, mais le duo reste souvent snobé par la critique. En dehors des gendarmes, le cinéaste signe également des succès indépendants comme Les Grandes Vacances, Les Charlots font l'Espagne, Le Permis de conduire ou La Soupe aux choux. Giraud n'était pas un auteur au sens noble du terme, mais un faiseur de comédie assumé. Il savait s'effacer au profit de ses acteurs, surtout Louis de Funès, dont il respectait le sens du rythme et la vision du gag. Jean Giraud meurt à 58 ans en 82 des suites d'une tuberculose pendant le tournage du Gendarme et les Gendarmettes. Ce décès marque aussi la fin d'un cycle, celui du cinéma comique populaire des années 60-70, bientôt remplacé par d'autres formes d'humour. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie? Vouloir me faire voir un méchant. Antoine, Enfin, bon sang, j'ai bien le droit de faire des statues tout de même. Non, mais bien sûr, mon chéri. Je ne suis pas le premier à faire des statues. Mais bien sûr, mon chéri. D'autres l'ont fait avant moi. Oui, c'est sûr, mon Enfin, tu n'as pas la prétention d'envoyer chez le docteur tous ceux qui font des statues. Mais non, mon chéri. Et moi, je l'aime beaucoup, cette statue. Voilà, tiens, là. Oh, et ben voilà. Et Michel-Ange Rodin, ils ont pas fait des statues, eux? Louis de Funès, né le 30 juillet 1914 à Courbevoie, est issu d'une famille d'origine espagnole noble du côté paternel. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, et sa mère, Léonore Soto Reguera, quittent l'Espagne pour la France en 1904. Élève médiocre et peu assidu, Louis développe très tôt un goût pour le dessin, la musique et le cinéma. Après des études sans éclat, il enchaîne les petits boulots puis se fait engager comme pianiste de jazz avant de se tourner vers le théâtre. Il entre en 1943 au Cours Simon où il découvre sa vocation de comédien. Il apparaît pour la première fois au cinéma en 1946 dans La Tentation de Barbizon, puis enchaîne plus de 80 petits rôles dans les années 50. Ah si, non, pas la peine. Tu vas voir. Il a 100 coups celui-là aujourd'hui. Malgré sa présence comique éclatante, il reste longtemps cantonné à des seconds rôles. On le voit notamment dans Ah, les belles bacchantes de Jean Loubignac,
ou encore La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, où il partage l'affiche avec Bourvil et Jean Gabin, un rôle court mais remarqué. C'est avec la pièce Oscar, créée en 1958, qu'il commence à connaître le succès populaire, pièce qu'il reprendra régulièrement au théâtre et qui sera également adaptée au cinéma en 1967. En 1964, il devient une star du jour au lendemain grâce au succès du Gendarme de Saint-Tropez, qui sera suivi à seulement quelques mois d'intervalle par 2 autres cartons au box-office, Fantomas d'André Hunebelle et surtout Le Corneau de Gérard Houry. Le jeu de Louis de Funès se caractérise par une énergie explosive, des mimiques outrées, une diction hachée et une gestuelle frénétique. Il incarne souvent des personnages colériques, pingres, hypocrites ou autoritaires, mais toujours ridicules et attachants. Il domine le box-office français entre 64 et 73, avec entre autres les 2 suites de Fantomas, où il vole la vedette à Jean Marais, La Grande Vadrouille, qui deviendra le plus gros succès de l'acteur, Le Petit Baigneur, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob. Il retrouve également Jean Gabin dans Le Tatoué. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Mon pied! Et alors? On dit pardon. Vous foutez de moi, non? Bah, c'est vous qui me l'avez dit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, pourquoi vous me regardez de si haut? Comment? Parce que je suis le valet de chambre. Comment? Parce que je suis noir. Mais vous n'êtes pas noir. Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. D'abord, qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Qu'est-ce que... Comment? Comment? Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? En 75 à 61 ans, il est victime de 2 infarctus consécutifs, ce qui met un frein brutal à sa carrière. Il revient toutefois au cinéma en 76 avec L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, qui sera un triomphe public. Malheureusement, les films suivants marquent une nette baisse qualitative, que ce soit La Zizanie, La soupe aux choux, L'Avare, qu'il co-réalise avec Jean Giraud, Le Gendarme et les extraterrestres, qui reste malgré tout à mes yeux un plaisir coupable, et Le Gendarme et les Gendarmettes, son dernier film, puisque Louis de Funès meurt d'un nouvel infarctus le 27 janvier 83, à 68 ans. Son décès marque la fin d'une époque pour le cinéma comique français. Il laisse derrière lui une trentaine de rôles principaux et une influence majeure sur plusieurs générations d'acteurs. Allô? Monsieur Brisbard, Oui? j'ai l'impression que vous m'oubliez. Ah, ne croyez pas ça. Au contraire, je pense à vous sans arrêt. Vous avez pris une décision? Oui, ça, je peux pas. Ça, pour l'instant, je peux pas. Pourquoi? Enfin, je peux pas vous dire pourquoi je peux pas. Je vous donne 48 heures. Dernier délai. Vous êtes très aimable. Je vous rappelle. Au revoir, cher monsieur. Né le 1er mars 1927 dans l'Oise, Claude Janzac suit une formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Elle débute sa carrière sur les planches, notamment dans le registre classique et dramatique, avant de s'orienter progressivement vers la comédie. Elle apparaît pour la première fois au cinéma en 1952 dans La vie d'un honnête homme de Sacha Guitry, mais sa carrière cinématographique restera dans l'ombre jusqu'au tournant des années 60. C'est en 1967 que Claude Janzac entre définitivement dans la mémoire populaire en incarnant pour la première fois l'épouse de Louis de Funès dans Oscar d'Édouard Molinaro. Dès lors, elle devient Madame de Funès attitrée dans une série de comédies à succès comme Hibernatus. À partir des années 80, à la mort de Louis de Funès et de Jean Giraud, sa carrière au cinéma ralentit, mais Claude Janzac rebondit au théâtre où elle retrouve des rôles à sa mesure. À plus de 80 ans, elle connaît un retour critique remarqué avec des rôles plus graves, notamment dans Lulu femme nue de Solveig Anspach, qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2015. Elle meurt paisiblement à son domicile parisien en 2016, à l'âge de 89 ans. Joe arrive, la nuit. Je tire, il tombe. Et le lendemain, j'apprends que j'ai pas tué le bon. Mais qui ai-je tué, grand Dieu? Mais qui ai-je tué? Alors je téléphone à tous mes amis, à la famille, tu sais comme tu faisais hier soir. Allô truc, allô machin, allô chose. Et puis il y a le corps qu'il faut faire disparaître. Et...
Dans les années 70, Bernard Blier était très présent au cinéma avec en moyenne 6 films par an. Parmi les plus populaires qu'il fera juste avant Joe, on peut noter Le Distrait, premier film de Pierre Richard en tant que réalisateur, ou Laisse aller, c'est une valse de Georges Lautner. Après la sortie de Joe, on verra l'acteur dans Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert, et Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann. Avec Le Grand Restaurant, Joe est la deuxième véritable collaboration entre Blier et Louis de Funès, en excluant un enregistrement audio du bourgeois gentilhomme. C'est un type remarquable. Enfin, moi, je le connais mieux que toi. Nous sommes allés à l'école ensemble. Et on se tutoie avec Ducrot. Moi, je lui dis tu, moi. Salut Antoine, comment vas-tu? Monsieur l'inspecteur, on ne nous attendait pas. Et qu'est-ce qui se passe, on se tutoie plus? Mais si. Eh ben alors? Comment va voix? Comment va toi? Hein? Comment vas-tu? Ah, à la bonne heure. Depuis le temps qu'on se connaît. Monsieur. Monsieur. Michel Galabru est né le 27 octobre 1922 au Maroc. Très jeune, il découvre le théâtre, mais ses aspirations d'acteur sont d'abord mal perçues. Il finit cependant par intégrer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, dont il sort avec un premier prix, puis entre à la Comédie Française qu'il fréquentera pendant 7 ans. Michel Galabru aurait pu rester un acteur dramatique, mais dans les années 60, il se dirige vers le cinéma populaire, notamment la comédie. Sa rencontre avec Louis de Funès et le réalisateur Jean Giraud est déterminante. Il devient l'inoubliable adjudant Gerbert dans la série des gendarmes, aux côtés du fantasque Cruchot. Galabru n'a jamais cessé de revendiquer sa double identité d'acteur. Il alterne les rôles de bourgeois ridicule, de flic maladroit, de fonctionnaire grincheux, avec ceux plus sombres de père meurtri ou de tueur inquiétant. C'est en 1976, dans Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, qu'il trouve son rôle le plus marquant. Il y interprète Joseph Bouvier, un criminel schizophrène, dans une performance stupéfiante qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1977. Et moi, je gobe tout ça, comme un imbécile. Ah, les salauds! Les salauds! Eh bien, mon juge, puisque c'est comme ça, on va leur emboucher un coin à ces mandrins. Je suis peut-être un assassin, mais je suis pas un menteur. Je vais vous en dire encore un. Ça fera le 12e. Après celui-là, ne m'en demandez pas plus, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais Bouvier... Galabru a tourné dans plus de 250 films entre les années 50 et 2010. Des navets en quantité industrielle, essentiellement des comédies franchouillardes avec des titres qui font rêver, Poussez pas grand-père dans les cactus, La dernière bourrée à Paris, Le plumard en folie, mais aussi quelques œuvres plus emblématiques comme La guerre des boutons d'Yves Robert, Section spéciale de Costa Gavras, La cage folle d'Édouard Molinaro, L'été meurtrier de Jean Becker ou encore Uranus de Claude Berry. Michel Galabru est resté proche du public, refusant de se prendre au sérieux malgré sa notoriété. Il n'hésitait pas à se moquer de lui-même, à revenir sur ses mauvais films avec autodérision et à défendre le cinéma populaire face au mépris critique. Il travaillera sans relâche, sans pause, jusqu'à son dernier souffle, qu'il rendra en 2016 à l'âge de 93 ans. Oh, c'est curieux, on a eu la même idée. Mais alors, je viens de découvrir quelque chose de pas très catholique. Qu'est-ce que vous avez eu? Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Un trou? Un trou. Où ça? Dans mon propre trou. Ah, mais quel... Et puis pas un petit trou, hein? Oh, un énorme trou. C'est bien simple, on pourrait y faire tenir un bonhomme allongé dedans. Qu'est-ce que vous dites? Mais... Oh, mais qui sait? Ah, ça, je me le demande. Ou alors peut-être un de vos ouvriers pour se distraire? Le reste du casting comprend des fidèles de la famille cinématographique de Jean Giraud ou de Louis de Funès, Yvonne Clèche, Paul Prébois, Guy Tréjean, Jacques Marin ou encore Dominique Zardi. Eh, dis-donc Eh, la buanderie est fermée. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'ai fait? Ben, la clé, vite! Mais la clé dans la cuisine? Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-mère? Elle est morte. Antoine! 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 Viens ici! Avec les perruques. À Belleville, là. Vous êtes Mercedes, à Belleville. Voilà. Comme tous les mondes.
truc qui s'est fait avec la pelle qui était bon. Il sort pas du change. J'ai failli la reprendre en pleine toile. Ça s'est vu, non? Oui, très bien. C'était bien. Joe est une production franco-américaine financée en partie par la MGM. Le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre anglaise intitulée The Gazebo, écrite par Alec Coppel en 1958. Cette pièce avait déjà été portée à l'écran en 1959 aux États-Unis sous le titre Un mort récalcitrant avec Glenn Ford et Debbie Reynolds. En France, elle a d'abord été adaptée au théâtre par Claude Magnier en 1964 sous le titre Joe. À ce moment-là, Louis de Funès était prévu dans le rôle principal, mais trop accaparé par les tournages du Gendarme de Saint-Tropez, du Cornio et de Fantomas, il laisse finalement sa place à Robert Lamoureux. Pour autant, de Funès avait toujours l'idée d'en faire une adaptation cinématographique, mais un événement a sans doute précipité les choses puisqu'en 1968, l'acteur est réellement victime d'un maître chanteur qui lui réclame 150 000 francs. Ce dernier donne rendez-vous à l'épouse de Louis de Funès dans les sous-sols d'une brasserie parisienne, et malgré la surveillance de la police, le maître chanteur arrive à s'enfuir avec l'argent. L'homme, un mythomane échappé d'un hôpital psychiatrique quelques années auparavant, sera finalement arrêté 2 mois plus tard. De Funès commence à travailler sur le projet avec son fidèle collaborateur Jean Giraud. Les 2 hommes se mettent d'accord pour en faire une comédie noire à l'humour burlesque, parfaitement taillée pour le style nerveux et gesticulant de la star. Je prends la décision de tuer un maître chanteur qui me demande toujours des millions et des millions et des millions régulièrement chaque semaine, ça ne s'arrête pas. Pour une chose qui est futile, mais enfin, il me les demande. Et je lui donne ces millions et un jour je décide de le tuer. Et je me documente auprès d'un ami à moi qui est avocat, qui me dit pour faire le crime parfait, mais en lui disant que je vais écrire une pièce policière, car je suis auteur dramatique. Le tournage qui s'est étalé sur 7 semaines a eu lieu en grande partie au studio de Saint-Maurice, en région parisienne, et dans une maison située dans les Yvelines pour les extérieurs. Comme souvent avec De Funès, les prises sont nombreuses car l'acteur perfectionniste ne laissait rien au hasard. Son exigence est parfois difficile pour ses partenaires et ont provoqué quelques tensions avec le réalisateur, mais ces tensions ont aussi donné naissance à quelques scènes improvisées. C'est un don, je crois. Parce que je l'ai vu au collège, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai qu'ils font rire. Il y en a 2 ou 3... supposons 3 sur 100 ou 2 sur 100. Mais est-ce que ça se cultive quand même? Ah oui, voilà. Comme par exemple un jardinier, on lui donne un très bon terrain, mais il faut le cultiver. Si on ne le cultive pas, il n'y a rien à faire. Bien sûr, il faut le cultiver, il travaille depuis longtemps, puis toute la vie, et puis bien au-delà si on pouvait. J'espère que vous nous ferez rire encore longtemps. Ben, j'espère bien, je sais pas. Jour 278, 4e. La célèbre séquence du canapé, tout droit sortie du cerveau de Louis de Funès, a été particulièrement difficile à chorégraphier et a demandé de nombreuses prises. Le système mis en place était coûteux mais ingénieux, et je me suis demandé pendant de longues années comment cette scène culte avait été conçue. Vous l'avez? Je vois un truc qui sort. Ah non, mais c'est pas là. Parce que c'est pas là. Moi, je le vois sortir. Vous n'avez pas donné un prix, là? Ah non, c'est 100 fois trop tôt. On laisse Jojo. Non, non, je vais Claude, ça c'est très bien. Ah, non, faut venir en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Prenez ma place, vous serez mieux. Claude Jansac et Louis de Funès, qui se donnent physiquement dans le film, ont tous les deux été victimes d'un petit accident sur le tournage, comme l'explique la comédienne dans ce reportage de la télévision belge. Non, moi c'est pas une entorse, je me suis coupée avec une scie dans une scène endiablée. Donc vous êtes vraiment blessé? Oui. Ah bon, alors on vous trouve libre pour... On m'a fait des points de suture, on m'a fait aussi une piqûre antitétanique et... Alors cette scène au lit que nous devions faire un peu plus tard, on l'a fait tout de suite. Comme ça nous fatigue moins quand Non, mais même. on ne devait pas la faire plus tard. On devait la faire maintenant? C'est tombé comme ça, juste. Ah bon? Mais oui, c'est ça. Ah, moi je savais pas. C'est ça qui est amusant. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais être papa. Bon, bah allez chercher un verre d'eau. Bois. C'est pour quand? C'est pour quand quoi? Ben le bébé. Ah, je sais pas, moi 6 mois, 8 mois, 12 mois. Hein? On n'est pas pressé. Bon. Bon, bah je reviens.
Raymond Lefebvre est né le 20 novembre 1929 à Calais. Il étudie la musique au Conservatoire de Paris où il se spécialise dans la composition, l'orchestration et le piano et montre très tôt un goût prononcé pour la musique symphonique, mais aussi pour les rythmes populaires et le jazz. Durant les années 50, il commence à travailler comme arrangeur pour la radio et la télévision, collaborant avec de nombreux artistes de variété. Parallèlement à sa carrière de compositeur d'albums, Raymond Lefebvre dirige l'orchestre dans des émissions de Guy Lux comme le Palmarès des chansons ou Cadet Roussel, et compose pour le cinéma dans un registre à la fois léger et élégant, bien qu'il ne sera engagé que pour une vingtaine de films, la plupart réalisés par Jean Giraud, dont la saga des Gendarmes. La bande originale de Jo a été éditée sur support physique en 2011, accompagnée des Grandes Vacances, autre succès musical de Raymond Lefebvre. Pour Jo, le compositeur a choisi une partition à l'américaine avec un thème mémorable entendu dès le générique, qui tend plus vers le polar que la comédie. C'est énergique, brillamment écrit, et c'est la piste de l'album que l'on retient le plus. Les Américains étant dans le coup, j'ai convaincu Jean Giraud d'aller vers une couleur sérieuse, dramatique, en contrepoint. Jo, c'est un polar délirant, mais la musique devait se situer du côté du polar, pas du délire. Contrairement à certains de ses contemporains, Raymond Lefebvre reste en retrait des projecteurs. Il préfère l'ombre des studios à la lumière des plateaux télé et continue à enregistrer et à diriger jusqu'à la fin des années 90. Il meurt à son domicile en juin 2008 à l'âge de 78 ans. Conçue par Clément Hurel, l'affiche française met logiquement en avant le visage de l'acteur, qui était au sommet de sa popularité à cette époque. Le visuel est simple, on peut juste observer la petite pointe d'humour en haut avec l'inspecteur Ducrot qui s'apprête à entrer dans le crâne de Louis de Funès. L'Espagnol reprend le même visuel, mais cette fois en noir et blanc. L'affiche danoise également, mais remplace la porte et l'inspecteur Ducrot par une scène tirée du film, avec un clone de Claude Janzac dessiné de manière assez sexy. Celle qui se démarque totalement de la française est l'affiche allemande. Elle met au même plan Louis de Funès, Blier et la statue, qui tient une place importante dans le dernier tiers du film. Finalement, on reste dans les standards des affiches conçues pour les comédies des années 60-70. Aucune ne sort vraiment du lot. Sorti le 10 septembre 1971, Jo rencontre un succès modeste auprès du public. C'est le 10e plus gros score de Jean Giraud avec 2 460 000 entrées, juste devant l'Avare qui en fera 30 000 de moins, et derrière la Soupe aux choux qui en obtiendra lui 650 000 de plus. On reste toutefois bien loin de la saga des Gendarmes qui feront tous plus de 4 millions d'entrées. Ça y est, je la tiens ta pièce. C'est une coïncidence extraordinaire. Dis-moi, finalement, ton histoire de chantage, c'est l'histoire de Monsieur Jo. Oui, je le sais, ça. Comment, tu as lu l'article? Non, je n'ai pas lu. Aïe! Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le portrait de ma grand-mère maternelle, voilà. Le portrait de ta... Enfin, vous n'allez pas garder ça dans le salon? Si, on va garder ça dans le salon, voilà. C'est ma grand-mère maternelle, je vais garder ma grand-mère maternelle, voilà. Là. Enfin, j'ai le droit de la maternelle. Mais oui, bien sûr. Je vais m'habiller. Si vous pensiez que Louis de Funès ne pouvait pas être plus stressé qu'en courant après Bourvil dans La Grande Vadrouille, détrompez-vous. Dans Jo, notre comique préféré troque ses gesticulations pour une panique existentielle d'anthologie. Un cadavre dans le salon, une pelle à la main et une brochette de personnages plus encombrants qu'un dîner de famille, voilà la recette explosive de ce vaudeville macabre signé Jean Giraud. Dans ce film, De Funès incarne un dramaturge à succès qui décide d'éliminer un maître chanteur. Problème, entre l'enterrement raté, la tempête qui fait tomber la gloriette et les témoins impromptus, sa tentative de crime parfait se transforme en un désastre aussi jubilatoire qu'angoissant. Dès les premières minutes, on retrouve un De Funès en pleine performance olympique de la grimace,
Froncement de sourcils, rictus crispé, gestes saccadés, il est en sueur et nous aussi. À croire que tuer quelqu'un est plus compliqué que d'engueuler un serveur dans le grand restaurant. Ajoutez à cela une domestique trop curieuse, une épouse trop compréhensive et un ami qui passe par là comme un cheveu sur la soupe, Antoine Brisbard n'a même plus le temps d'avoir une crise de nerfs digne de ce nom. Et parlons de l'inspecteur Ducrot. Car oui, un film avec un cadavre planqué dans le jardin ne serait rien sans un policier qui tourne autour de la maison comme un vautour en pleine diète, obligeant Brisbard à improviser des explications de plus en plus absurdes. Dans Joe, on ne tue pas quelqu'un, on se bat avec lui même après sa mort. Parce qu'un cadavre, c'est lourd, encombrant, et ça refuse obstinément de rester où on l'a mis. À force de le déplacer, de le cacher, puis de le perdre, Brisbard finit par donner l'impression qu'il joue à un jeu de piste avec lui-même. Mais la véritable star de ce bazar, c'est l'absurdité des situations. Chaque tentative pour se débarrasser du corps empire les choses, et on se retrouve à rire de bon cœur en voyant ce pauvre De Funès s'enfoncer dans ses mensonges comme dans des sables mouvants. L'acteur porte bien entendu le film avec son talent habituel. Les scènes où il manipule le cadavre, le cachant sous un canapé ou dans une statue, sont des moments de pure comédie où son génie burlesque éclate. Claude Janzac, complice malgré elle, apporte une candeur hilarante. Quant à Bernard Blier, inspecteur flegmatique et soupçonneux, il offre des contrepoints parfaits à l'hystérie de Louis de Funès. Figurez-vous que M. Joe était un maître chanteur. Non. Si. Oh. Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non. Si. Oh. Les échanges entre les deux hommes, notamment lors des interrogatoires, sont parmi les moments les plus mémorables du film. De son côté, Jean Giraud, technicien compétent mais peu audacieux, adopte une mise en scène classique en privilégiant les plans fixes et les enchaînements rapides. Alors oui, tout n'est pas parfait. Le film souffre de son origine théâtrale, les gags autour du cadavre, bien qu'efficaces au début, deviennent redondants, et la fin, avec son chaos généralisé et ses protagonistes qui courent dans tous les sens, verse un peu dans l'exagération. On est loin de la finesse du corneau ou de la grande vadrouille. Néanmoins, Joe se distingue par son mélange de comédie et d'humour macabre où le génie comique de Louis de Funès fait des merveilles. L'idée d'en faire un tueur malgré lui déjoue les attentes habituelles et ajoute une couche d'ironie grinçante, rare dans sa filmographie dominée par des rôles de bourgeois colériques ou de gendarmes maladroits. En bref, si vous voulez voir Louis de Funès enterrer un problème et le voir ressurgir toutes les 5 minutes, Joe est fait pour vous. Mais attention, après ça, vous ne regarderez plus jamais une pelle de la même manière. À la santé des âmes. Andrieux. À la santé du roi de France. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Mais alors? Hein? Allez, on boit. Ah, Le film n'est toujours pas disponible en Blu-ray, seul un DVD a vu le jour en 2011. Il est heureusement d'une qualité très satisfaisante, sans pour autant être exceptionnel. À part une scène de quelques secondes aux couleurs et à la définition médiocre mais qui est due au matériel d'origine, la copie est propre avec peu de grains et des séquences nocturnes bien lisibles éclairées par le grand chef opérateur Henri Decaux. Sur le DVD, on trouve également un supplément de 20 minutes qui fait intervenir Bertrand Dical, auteur du livre Grimace et gloire. On y trouve aussi quelques images du tournage. Vous voulez me parler? Oui. Connaissez-vous Monsieur Joe? Monsieur? Joe. Excusez-moi un petit monsieur. Oui. Non, Monsieur Joe. Je peux chercher, je cherche, mais... Oui, cherchez mieux. Voilà, cette première rétrospective consacrée à un Louis de Funès est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux films. À bientôt, bye bye.